Si, je veux d'abord vous remercier, cher Henri Mallet, de votre invitation, de me permettre d'intervenir en cette ouverture de colloque. C'est vrai que l'actualité se centre depuis quelques jours et depuis quelques semaines d'ailleurs sur des sujets qui sont au cœur de mes préoccupations depuis longtemps, en tant que médecin, puis en tant qu'acteur de la vie publique. J'ai toujours été attentif à un sujet central qui est celui que je résumerai par science et décision publique. Et qu'il s'agisse du nucléaire, de l'innovation, de l'éducation, science et décision publique décident de tout, ou tout au moins, la science devrait fonder toutes les décisions. Ayant abandonné tous mes mandats électoraux avec des amis scientifiques, chercheurs de la filière énergétique, nous avons créé une association qui s'appelle PNC France, Patrimoine nucléaire et climat. Vous comprenez que cette association vise à préserver le climat en préservant notre patrimoine nucléaire. Et en ce sens, nous rejoignons l'avis du GIEC et de l'AIE qui, tous deux, ont rappelé que le nucléaire était indispensable si l'on voulait limiter les émissions de gaz à effet de serre et par là lutter contre le réchauffement climatique. Les objectifs de PNC sont en pleine cohérence avec les sujets qui nous rassemblent. Et comme Émile Mallet a presque tout dit sur le nucléaire, je vais peut-être m'étendre davantage sur des réflexions générales. Mais il me faut d'abord répondre à la question qu'il m'a posée, qui est: le nucléaire est-il une chance pour la France? Personnellement, je répondrai oui, évidemment, parce que le nucléaire en France, c'est une longue histoire et c'est un véritable patrimoine scientifique, industriel, humain. C'est également un atout, je dirais même un des derniers atouts importants que la France garde pour sa compétitivité, un atout également pour apporter une contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. Nous l'avons déjà apporté en économisant des émissions considérables depuis plus de 4 décennies. Nous le partageons aussi avec l'Europe et ce point européen, j'y reviendrai, est extrêmement important. Les 3 volets de votre programme me paraissent particulièrement judicieusement choisis car ils conditionnent l'avenir du nucléaire civil. D'abord, un monde en mutation, avec des bouleversements qui commencent par le réchauffement climatique. Il est désormais reconnu presque par tout le monde que la part anthropique dans sa cause est importante, sinon majeure, pour certains exclusive, peu importe. La part anthropique est là et elle pose le plus lourd, et elle pose le plus lourd défi à l'humanité et que celle-ci n'ait jamais eu à relever. Tous les continents, tous les pays sont évidemment concernés. Personne ne peut mesurer les conséquences de ce réchauffement climatique dans tous les domaines que vous connaissez, mais heureusement, le pire n'est jamais certain. Le contexte géopolitique illustre les mutations que vous évoquez. Et peut-être que mon parcours public m'a conduit à le regarder d'un peu plus près. Mais que de changements en quelques années. Depuis la chute de l'URSS en 89, depuis l'adhésion de la Chine en 2001 à l'OMC, depuis la financiarisation et la mondialisation de notre économie, depuis le retour d'une certaine forme d'isolationnisme américain dès lors que les États-Unis sont devenus autonomes grâce à l'exploitation des huiles de schiste, la désindustrialisation de l'Occident au profit de l'Asie, une Asie dont la croissance est impressionnante et qui déplace les centres de gravité jusque-là prévalents, l'Inde, dont le poids, notamment démographique, mais également scientifique, va devenir absolument considérable, l'Afrique
ayant quant à elle tardé à décoller, mais évidemment, le XXIe siècle assistera à ce décollage. Et l'Union européenne là-dedans. L'Union européenne est quelque peu restée sur l'esprit même de ces traités, des traités qui ont été élaborés, pensés, adoptés, je dirais figés, car pour les modifier, il faut l'unanimité, il y a bien longtemps, avant toutes ces mutations fondamentales. Et l'Europe reste quand même aujourd'hui essentiellement un vaste marché ouvert aux appétits du monde entier. C'est quand même un problème sur lequel nous devons évidemment réfléchir. Mais ce tableau peu réjouissant, il peut bien entendu être éclairé et c'est bien entendu le deuxième sujet de votre colloque. Et comment peut-il être rendu plus heureux, plus optimiste? Eh bien, par l'innovation et l'adaptation. L'adaptation, pour moi, médecin, c'est quelque chose de fabuleux. Depuis que l'homme est apparu sur Terre, il y a 2,5 millions d'années, l'homme a su relever tous les défis, il a su s'adapter au point de devenir, en tout cas de maîtriser toutes les espèces vivantes, à l'exception de quelques micro-organismes, dont les virus, et nous en mesurons aujourd'hui l'importance. L'adaptation jusqu'à ces derniers siècles a été une adaptation assez naturelle, très lente. Elle s'est accélérée de façon fabuleuse depuis moins de 2 siècles, lorsque l'homme a compris qu'il pouvait démultiplier sa force en utilisant le charbon, le pétrole, lorsqu'il a compris également que l'électricité était un vecteur de transport de l'énergie qui permettait toutes les audaces. Ce sont les 3 révolutions industrielles que nous avons connues, jusqu'à la 4e, la révolution numérique. C'est celle que nous vivons actuellement. Si les révolutions en matière de force dont l'homme pouvait disposer, qui ont multiplié par 200 à peu près la force de ses muscles, grâce au charbon, puis au pétrole, puis à l'électricité, on ne mesure pas la puissance de la révolution numérique, de l'intelligence artificielle, quant à nos capacités d'adaptation à tous les sens du terme, d'innovation et d'imagination. C'est véritablement des perspectives exaltantes qui s'ouvrent ainsi. J'ai oublié, mais je l'ai fait volontairement, de mentionner ce qui n'a pas été une révolution, mais qui pèse et qui est aujourd'hui au cœur de nos débats, ce qui est intervenu au milieu du XXe siècle, c'est-à-dire la maîtrise de la fission nucléaire. La fission nucléaire a été d'abord découverte, puis exploitée pour créer des armes de destruction massive, et on connaît l'effroyable drame qui a mis fin à la guerre du Pacifique en 1945. Et d'ailleurs, ces drames sont nés des sentiments antinucléaires bien compréhensibles compte tenu de la conscience humaine. Mais c'est un point dont il faut se souvenir, car après l'utilisation militaire, il y a eu le développement du nucléaire civil, qui est, comme l'a dit Émile Mallet tout à l'heure, au cœur de beaucoup d'enjeux, et en particulier, c'est ma conviction, au cœur du défi climatique. Le nucléaire, aujourd'hui, c'est 10% à peu près de l'électricité de la planète, c'est déjà beaucoup, mais en France, c'est plus de 70%, c'est considérable, et c'est évidemment une chance, comme cela a été dit tout à l'heure, et c'est une chance qu'il nous faut à tout prix préserver. Mais toutes les innovations que nous avons rencontrées, que nous avons évoquées, ont bien entendu eu des effets sur notre environnement, et les effets d'une espèce vivante telle que la nôtre sur son environnement sont étudiés dans une science qui s'appelle l'écologie. L'écologie n'est pas une idéologie, et ça n'est encore moins un parti politique, c'est une science, elle doit être ainsi examinée, approchée, approfondie, parce que c'est grâce à l'écologie, grâce à nos connaissances, grâce à la maîtrise des énergies que l'homme pourra relever les défis qui sont aujourd'hui très importants, en particulier le défi climatique, mais aussi le défi alimentaire, le défi de la ressource en eau. Tout cela dépend du progrès scientifique. Je suis sûr
que l'homme les relèvera. Il le fera comme il l'a fait tout au cours de sa très longue histoire. Il le relèvera avec son cerveau, cet organe qu'en tant que médecin, je ne cesse d'en éprouver un émerveillement sans limite, surtout maintenant que la force du cerveau humain se trouve décuplée par l'intelligence artificielle, par l'explosion du transport de l'information, du partage de l'information, qui mettent à la portée de chacun des connaissances absolument considérables. Nous en arrivons ainsi à évoquer le troisième volet du colloque, ce volet qui concerne l'éducation, car si l'innovation nous a émerveillés, et la dernière merveille de cette innovation, c'est ce que l'on vient de vivre, ce que nous vivons avec l'arrivée des vaccins par ARN messager, qui constitue une innovation de rupture dont les perspectives pour maîtriser des maladies jusque-là incurables sont absolument exaltantes. Ces innovations de rupture, elles exigent quand même un minimum d'audace. Ce n'est pas du courage, mais un petit peu d'audace, ce qui est une caractéristique de l'homme, et en particulier de celui qui avance, qui invente, qui conquiert. Et je m'arrêterai un instant sur une spécificité française qui me préoccupe et qui m'a toujours préoccupé, contre laquelle je me suis opposé sans succès. C'était un des grands échecs de mon parcours, c'est le précautionnisme. Un précautionnisme qui paralyse une partie de la recherche et qui en a tué en France, hélas, des branches essentielles. Je pense à certaines branches dans le domaine des biotech, mais qui a été ce précautionnisme et est encore exploité par la manipulation, l'exploitation, l'instrumentalisation des peurs. Et contre ce retour aux peurs ancestrales, à une certaine forme de régression, appelons un chat, il y a bien entendu l'éducation qui reste au cœur du futur. C'est à bon droit que vous avez choisi le thème de cette troisième table ronde, de cette troisième partie du colloque. Personnellement, je suis totalement convaincu de la place centrale de l'éducation à tout point de vue. Et je suis consterné de voir chaque année le niveau de notre enseignement, en fait, le résultat, l'éducation de notre jeunesse, qui se trouve confronté au classement PISA, qui est fort inquiétant. Il est absolument indispensable qu'une reconquête éducative soit mise en œuvre. Une reconquête qui apporte sa place, bien entendu, aux sciences, dans les programmes scolaires, qui redonne dans les médias une place aux sciences qui soit autre chose que des informations qui ne sont jamais validées, qui sont plus des opinions que des données et qui désinforment les Français sur les développements et les applications scientifiques. Et aussi une place à la science dans les choix politiques. À ce sujet, la France souffre d'un défaut que je n'ai pas pu non plus corriger, mais que j'essaye de défendre, en tout cas de faire corriger, c'est l'absence dans nos assemblées parlementaires d'une commission dédiée au fond, aux sciences, à la recherche et à l'innovation. Les autres pays ont tous une instance qui éclaire les choix. Nous avons l'OPEXT, mais l'OPEXT regroupe les parlementaires passionnés par les sciences. Leurs travaux restent confidentiels et ne sont pratiquement jamais exploités dans le travail législatif. C'est ce qui explique les décisions dans le domaine de l'énergie et qui sont parfois, et même jusque-là trop souvent, couvertes par des choix qui sont débattus au Parlement. Nous souffrons bien entendu de la confrontation entre le rationalisme et le relativisme, et il faut absolument que la France, le pays des Lumières, retrouve sa boussole et redonne aux sciences, dans notre système éducatif, toute sa place. Et c'est à ce prix, et je ne dirai que quelques mots nucléaires, puisque notre ami Émile a dit l'essentiel, c'est à ce prix que nous pourrons demain redonner
sa place au nucléaire. Alors, je n'ai plus d'image et je ne sais pas si vous m'entendez. On vous voit, il n'y a pas de problème. Vous m'entendez? Bon, moi, je n'ai plus aucune image, On mais vous j'ai le attend, son. C'est parfait. Donc, je continue. il n'y a pas de problème. Euh, En fait, le nucléaire, c'est la clé des défis qui sont devant la France. C'est la clé des défis d'abord parce que nous pouvons garder avec le nucléaire l'avance exceptionnelle qui place la France au premier rang quant à ses émissions de gaz à effet de serre par habitant, au premier rang des pays du G7 et comme co-leader avec la Suède dans les pays de l'Union européenne. C'est l'arme nous est nécessaire pour garder une compétitivité industrielle face à une désindustrialisation qui devient aujourd'hui absolument dramatique. Et la désindustrialisation, c'est d'abord la réindustrialisation, pardon, c'est d'abord d'arrêter la désindustrialisation. Et si nous ne nous concentrons pas pour sauver et relancer notre industrie nucléaire, eh bien cette branche, elle aussi, est vouée tôt ou tard à régresser et avec elle, c'est plus de 220 000 emplois. Émile Mallet a dit qu'il s'agisse du bilan carbone, qu'il s'agisse de l'impact en termes de surface utile pour les installations de production d'électricité, qu'il s'agisse des coûts de l'énergie, même si d'aucuns s'ingénient à faire en sorte que ces coûts augmentent avec des exigences de sécurité que l'on n'a pas le droit de critiquer, mais dont on peut quand même remarquer qu'elles sont plus élevées que partout ailleurs dans le monde, avec une autorité de sûreté nucléaire qui est totalement indépendante et qui impose des normes qui sont certainement utiles, mais encore une fois, que l'on peut observer comme plus lourdes que partout ailleurs. Faisons de cette contrainte un argument. Bien sûr, il y a avec le nucléaire les questions de sécurité. Et ces questions de sécurité ont été caricaturées par les antinucléaires, qu'il s'agisse de la sûreté des installations, qu'il s'agisse même des 3 accidents majeurs que le nucléaire a connus, qu'il s'agisse de Three Mile Island, où il n'y a pas eu un mort d'origine nucléaire, qu'il s'agisse de Fukushima, où les morts sont dus au tsunami et non à l'accident nucléaire, et même de Tchernobyl, où là, il y a eu des morts, mais dont il faut rappeler que la technologie de la centrale de Tchernobyl était une technologie RBMK totalement inutilisée en France et dans nos pays occidentaux, avec une absence d'enceinte de confinement et une absence également de contrôle de sûreté significatif. Toutes ces failles sont caricaturées par les adversaires du nucléaire et évidemment, cela, à juste titre, inquiète les populations. Quant aux déchets, autre sujet qui est mis en avant pour essayer d'écarter le nucléaire, les déchets, les solutions qui sont mises en œuvre aujourd'hui en France sont sûres. Le projet CIGEO est un projet remarquablement sûr, même si, eh bien, on n'arrivera jamais au risque zéro, car c'est inatteignable. Mais c'est tout le côté pervers des adversaires du nucléaire qui exigent le risque zéro, c'est-à-dire une perspective inatteignable, utopique, contre laquelle il est difficile de débattre. J'ajoute que la France a été, s'agissant du nucléaire, l'objet d'une sorte de mouvement qui a infiltré certains services de l'État, je dirais même jusqu'à dire certains ministères, pour mettre à bas la dynamique nucléaire de la France. Et aujourd'hui encore, on ne peut que constater le parti pris antinucléaire de certaines administrations, comme d'ailleurs le côté militant antinucléaire de nombreux ministres de l'environnement, un ministère auquel en 2007 a été adjoint la compétence, l'autorité sur l'énergie. C'est aussi une des raisons pour lesquelles la France n'a pas pris, quand il le fallait, les bonnes décisions, ou même simplement pris des décisions. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes en grande difficulté aujourd'hui à Bruxelles,
dans la discussion sur la finance durable, c'est-à-dire la taxonomie, qui offrira aux sources d'énergie décarbonées, qu'elles soient d'ailleurs non pilotables, n'étant pas un handicap pour Bruxelles, offre des conditions de financement particulièrement décisives. Cette discussion est à l'évidence plombée par des élus antinucléaires que la France a envoyés à Bruxelles, dont certains, je cite un nom parce que c'est la réalité, vous le verrez dans le compte-rendu des débats, M. Pascal Canfin s'est ingénié à essayer de compliquer la vie, même de barrer la vie et l'avenir du nucléaire au niveau européen et français. Lorsque l'on regarde fonctionner l'institution européenne, nous sommes bien conduits à observer la puissance du lobby anti-nucléaire. C'est dû au mode de scrutin qui désigne le Parlement européen, c'est dû aussi au lobbyisme, à l'activisme d'un certain nombre d'ONG qui sont très présentes à Bruxelles, mais c'est dû aussi à la puissance du mouvement antinucléaire en Allemagne pour des raisons historiques et au fait que l'Allemagne, qui a décidé en 2011 pour des raisons purement politiques afin de pouvoir construire des grandes coalitions, a décidé de sortir du nucléaire. Et d'ailleurs, avec l'Allemagne, la Belgique, ce qui conduira à une dégradation massive du bilan carbone européen. Voilà pourquoi, et sans vouloir prolonger mon propos qui n'a que trop duré, je crois que le nucléaire est une chance pour la France, c'est aussi une chance pour l'Europe. C'est une technologie qui exige de la rigueur, qui exige également un énorme effort pour retrouver les savoir-faire que nous avons oublié de sauvegarder, mais nous sommes de ce côté-là en bonne voie, en constatant que le nouveau nucléaire peut démarrer aujourd'hui, car le prototype, bien sûr, de Flamanville a rencontré de grosses difficultés. C'est normal lorsque l'on a oublié de sauvegarder son savoir-faire, mais les deux EPR de Taishan fonctionnent parfaitement et sont raccordés au réseau. Et il y a maintenant à franchir un pas volontariste en engageant la France dès maintenant, sans attendre, dans ce nouveau nucléaire. De la même façon, il faut que la France reprenne les travaux de recherche sur la quatrième génération afin d'éviter que le manège ou la manœuvre qui consiste à vouloir reclasser l'uranium appauvri en déchets ne vienne compliquer la question des déchets. J'ajouterais qu'il y a aussi une certaine forme de fierté nationale à défendre ce que la France avait su accompagner jusqu'à un niveau qui était reconnu internationalement comme une excellence. Je vous remercie. Je ne vous vois pas, mais vous m'avez dit que vous m'entendiez, et donc je vous en remercie aussi. Merci, merci, Monsieur le Président. Vous avez mis l'accent sur des points essentiels et je vous en remercie. Vous avez assumé ce slogan, mais qui est une vérité. Le nucléaire est une chance pour la France. Vous avez mis l'accent sur la dimension stratégique de cette énergie et vous avez combien de fois raison. Vous avez montré que l'Union européenne restait figée dans ce domaine. Vous avez dit une chose extrêmement importante, c'est que l'écologie est une science et ne doit pas se substituer à la politique. Et je pense que vous avez tout à fait raison dans ce domaine. Comment faire en sorte qu'une approche écologique ne vienne pas subsumer la politique? C'est à la politique de faire des choix. Bref, vous avez montré que cette période nécessitait de l'audace et que le nucléaire était un peu la clé de la réussite et du rayonnement de la France. Je pense que là, vous avez fait une intervention extrêmement forte qui servira les industriels français à promouvoir cette énergie. Peut-être, si vous le voulez bien, on peut prendre une ou deux remarques avant de passer à la première session. Est-ce qu'il y a une ou deux remarques qui peuvent être faites et qui seraient adressées à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale? Qui veut intervenir? Merci de me le faire savoir. Gérard Kottmann, est-ce que tu peux intervenir? Allez, Gérard Kottmann. Oui, comme souvent, nous sommes nos propres fossoyeurs et il y a eu en France une décision qui a été mortelle
pour l'industrie nucléaire, celle d'enlever le ministère de l'énergie au ministère de l'économie et des finances, au ministère de l'industrie, et de mettre l'énergie dans les mains du ministère de l'écologie. Donc ça a été une décision dramatique puisque aujourd'hui, le ministère de l'écologie, en plus, est dirigé par une écologiste pure et dure. Monsieur Accoyer, est-il possible, est-il pensable un jour de refaire marche arrière et de rattacher à nouveau le ministère de l'énergie à un ministère de l'industrie ou à un ministère de l'économie et des finances, puisque l'énergie fait partie des nécessités pour un développement industriel majeur. J'ai bien entendu votre question et de surcroît, j'ai retrouvé maintenant une image. Oui, je partage avec vous le jugement, l'appréciation que d'inclure l'énergie dans le ministère de l'Environnement a été une erreur. C'est une évidence et on le paye extrêmement cher, d'autant que ce soit la droite un peu, mais la gauche beaucoup, ont nommé des ministres qui étaient souvent soit réservés, soit carrément antinucléaires. Et quand vous avez une administration, et là je vais me lâcher, qui est largement imprégnée d'antinucléaire, on pourrait d'ailleurs revenir sur l'origine de cet entrisme, évidemment, les décisions qui en sortent sont très préoccupantes et elles ont contribué à mettre la filière en grand danger. Je dirais même qu'au niveau européen, le rôle des conseils des ministres de l'Environnement a souvent échappé au contrôle des premiers ministres. Ça a été le cas quand Mme Voynet était ministre de l'Environnement, mais c'est encore le cas aujourd'hui où on voit bien qu'il y a en sous-main un activisme entre le ministère de l'Environnement et le niveau européen, au travers de certains élus, mais je le pense aussi au-delà. Donc c'est un problème. Moi, personnellement, je pense qu'il faudrait évidemment remettre l'énergie dans le ministère de l'Industrie. D'ailleurs, nous avons un ministre aujourd'hui de l'économie et de l'industrie qui est favorable au nucléaire. Ça ne peut pas être autrement. On ne peut pas imaginer notre industrie sans le nucléaire. Au moment où les deux premières filières industrielles sont en train d'être confrontées à des crises terribles, au moment où la désindustrialisation, notamment dans le secteur de l'automobile, se confirme et s'accélère, nous devons garder, bien entendu, cette pépite industrielle. Mais les dernières décisions des pouvoirs publics, celles qui ont été prises en 2020, sont quand même très préoccupantes, parce que je rappelle qu'en 2020, en début d'année, il y a eu le premier réacteur de Fessenheim qui a été arrêté. Au mois d'août, c'est le deuxième réacteur qui a été arrêté. Bilan, 6 à 12 millions de CO2 en plus émis chaque année dans l'atmosphère, parce que les Allemands se sont précipités pour construire une nouvelle centrale, et probablement la dernière centrale à charbon. Et on a été bien content de trouver d'ailleurs ces centrales à charbon quand il y a eu le 8 janvier une demande de pointe au plan électrique et que l'on a importé de l'électricité carbonée. De même, l'arrêt du programme Astrid, c'est-à-dire le travail de recherche sur la 4e génération, a été prise au mois d'août et ceci est très inquiétant. De même, je ne suis pas très rassuré par le discours du Creusot, qui est un discours de en même temps, où certes on dit que le nucléaire est indispensable pour la France, mais dans le même temps, on prend les décisions que je viens d'évoquer. On dit qu'on va travailler à l'hypothèse de 100% renouvelable en 2050, et là, on a le droit à un scénario assez surréaliste où RTE conduit une étude, d'ailleurs très fragmentaire, qui n'évoque pas ni la supportabilité sociale, ni la supportabilité financière, et dit il y a 4 conditions cumulatives qui devraient être réunies. Aucune de ces 4 n'est aujourd'hui au point développé, et ça fait rien. On entend Madame Pompili dire bon ben c'est réalisable.
Donc on est quand même dans un secteur aussi stratégique, aussi décisif que l'énergie, dans une situation tout à fait irresponsable, j'emploie le mot. Et d'ailleurs, je me réjouis que François Bayrou ait hier pris position. Je suis en contact, bien sûr, avec lui sur ces questions, et il n'était que temps de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et j'espère que l'expression, et c'est en ce sens, et c'est pour ça que j'ai créé PNC France, l'expression de voix VOIX qui sont favorables au nucléaire permettra à un pouvoir politique qui est toujours soucieux de voir quels seront les résultats de ses décisions sur l'opinion publique, de prendre les bonnes décisions, d'avoir le minimum de courage et d'avancer sur le nouveau nucléaire. Alors, je viens je viens de voir passer un mail qui prêterait au président de RTE, qui s'est montré bien complaisant vis-à-vis de son ministre de tutelle, alors que c'est un organisme qui devrait être totalement indépendant selon la loi. Je viens de voir qu'il vient de changer de pied et qu'il vient d'affirmer, comme l'avait dit d'ailleurs le directeur de l'AIE, qu'il faut prolonger les réacteurs qui sont actuellement pas très loin de leur 40e année de vie. Bon, ben, c'est pas trop tôt, mais je suis assez choqué par ces responsables qui ont un rôle qui devrait être un rôle objectif, mais qui en réalité, pour faire plaisir au prince, se couchent et disent ce qui leur fait plaisir. C'est irresponsable, et je le dis aussi simplement que je vous l'exprime ce matin. Merci,